attentive. L'enregistrement est lancé. Donc, pour toutes les personnes qui sont abonnées, inscrites au MOOC, vous avez la possibilité de les revoir. Vous avez accès à l'enregistrement. Et pour les personnes qui ne sont pas inscrites, il est toujours temps de vous inscrire. Le MOOC est gratuit et disponible sur la plateforme Fun Formation. Eh bien, nous sommes partis, l'enregistrement est lancé. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier live du MOOC Prévenir et gérer l'arrêt maladie en entreprise. Et sur cette séance, nous avons donc la chance de retrouver Marianne Cousin-Renier, qui est actuellement directrice du programme Prévenir et gérer l'absentéisme au sein du groupe Malakoff Humanis. Et qui va discuter, interagir avec Lise-Hélène Cortés, qui est là actuellement la présidente du cabinet, fondatrice du cabinet Vivacis. Et je vais vous laisser la parole peut-être même sûrement, Marianne et Lise-Hélène, pour vous présenter un peu plus précisément à nos auditeurs. Écoutez, moi, je commence, Lise-Hélène. Je fais pas preuve d'une hyper politesse, mais en fait, ça va être très rapide et après, je vais pouvoir te laisser préciser ce que tu fais chez Vivacis. Donc moi, je suis Malakoff Humanis. Donc juste pour vous donner 2 mots sur Malakoff Humanis, c'est un des tout premiers groupes de protection sociale, donc qui propose de la prévoyance collective, donc de la mutuelle et de l'assurance contre l'arrêt de travail. Donc voilà pour de très grandes entreprises, mais aussi des toutes petites. Donc on intervient dans beaucoup de secteurs d'activité. Voilà, je te laisse Lise-Hélène la Donc parole. moi, je m'appelle Lise-Hélène Cortés. J'ai fondé il y a 7 ans le cabinet Vivacis pour accompagner des dirigeants de structures dans toutes sortes de secteurs d'activité dans des périodes de transformation ou de fragilité. Donc c'est le projet qui se transforme et il faut embarquer l'équipe, ou c'est l'équipe qui ne va pas bien et il faut l'aider à reprendre pied pour travailler en sérénité autour du projet. Voilà. Et puis, je suis experte absentéisme. J'ai monté dans mes précédentes aventures le programme d'absentéisme, de prévention et d'accompagnement de l'absentéisme du groupe EDF, qui était valable aussi bien dans les maisons mères, la maison mère que les filiales. Donc voilà, un peu d'expérience. Et puis, depuis quelques années, j'ai la chance de travailler avec Hélène et Marianne autour de ces sujets au sein du CNAM. Merci. Et nous allons donc maintenant embrayer cette présentation sur Marianne. Je vais te laisser la parole sur pourquoi ce MOOC a été créé. Oui. Alors pourquoi ce MOOC? Écoutez, je vais vous donner ici que 3 raisons principales, mais en réalité, il y aurait des dizaines de raisons qui nous ont poussés à faire ce MOOC. D'abord, ça fait 15 ans que nous conduisons des baromètres sur l'absentéisme, sur la santé, la qualité de vie au travail chez Malakoff Humanis. Donc nous partageons, je pense que vous avez tous certainement vu dans la presse des articles qui partagent nos données. Donc on partage ça assez largement avec la presse, mais aussi avec nos clients. Et on avait très envie, en fait, d'en faire un bien commun, c'est-à-dire que pour ceux qui ne lisent pas la presse ou qui n'auraient pas vu nos publications, on s'est dit que c'était chouette de pouvoir partager plus largement, en fait, ces enseignements. Ensuite, on a la chance, quand on travaille dans un grand groupe comme ça, d'être approché par de nombreux experts. Moi, ça fait quelques années maintenant que je gravite dans cet environnement de la prévention. Ça fait 10 ans que je travaille aussi au CNAM où j'ai été maître de conférence. Donc, en effet, on a l'habitude de rencontrer tout un tas d'experts et on s'est dit que les rassembler autour d'un projet commun comme celui de l'absentéisme, ça pouvait être chouette. En fait, ça pouvait être chouette d'éclairer ce sujet de leur vision. Donc, c'est ce qu'on a fait. Enfin, on le voit aussi dans le quotidien chez les clients que nous accompagnons, que sur ce sujet, la gestion de l'arrêt maladie, c'est un sujet complexe.
Il y a beaucoup de réticence à y aller, il y a beaucoup de réticence à s'attaquer au problème. C'est pas un manque de courage, c'est juste que il y a un manque d'outillage, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'outils universels qui permettent de lutter contre l'absentéisme. Chaque entreprise est unique et il faut être courageux pour se lancer. Donc voilà, on s'est dit que ce serait bien en fait d'aider les entreprises à prendre le sujet en main. Donc on a essayé modestement avec ce MOOC d'apporter des réponses. De partager des outils, de partager des témoignages de choses qui fonctionnent. Et voilà, et c'est comme ça que ce MOOC est né et on espère qu'il va vous être utile. Alors pour poursuivre, Hélène, on va se dire que dans un premier temps, je vais vous partager un peu la big picture, hein. On a voulu essayer en fait de définir les absentéismes parce que vous avez bien compris qu'il n'y avait pas un absentéisme, que tout ça est protéiforme et que en fonction du milieu et des gens eux-mêmes, il va prendre différentes formes. D'abord, ce qu'on a cherché à faire dans cette première semaine, c'est d'essayer de s'accorder sur une définition un peu la plus universelle possible de ce qu'est l'absentéisme. Donc, on vous a expliqué qu'en fait, dans l'absentéisme, on ne compte pas toutes les absences du salarié. C'est-à-dire qu'il y a des jours où le salarié est absent de son travail et il a le droit de l'être. Il a des congés, il a tout un tas de raisons légales qui lui permettent de ne pas être présent à son travail 365 jours par an. Donc, on s'est accordé sur ce que l'on comptait et ce que l'on ne comptait pas dans l'absentéisme. Je pense que c'est encore assez frais pour vous. On s'intéresse surtout aux arrêts qui sont donnés par un médecin, donc tout ce qui concerne la santé, donc l'arrêt maladie, l'arrêt pour accident du travail, l'arrêt pour accident de trajet et la maladie professionnelle. Et uniquement ces arrêts-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser au congé maternité, on ne va pas s'intéresser au congé paternité, on va exclure tout ce qui va concerner les congés pour représentation syndicale, enfin bref, en gros tout ce qui est congé, tous les congés que vous allez pouvoir prendre parce que vous avez eu un problème familial, un deuil, un mariage, une naissance, etc. Donc tout ça ne fait pas partie de l'absentéisme, quand bien même vous seriez absent de votre travail. Voilà. Ensuite, on a essayé aussi de comprendre les déterminants, ce qui faisait qu'on était présent ou absent à son travail, et on a vu que en fait, il y avait des facteurs qui étaient personnels, c'est-à-dire votre état de santé, votre hygiène de vie, vos charges de vie. Le fait d'être aidant, par exemple, peut avoir des conséquences sur votre présence au travail, mais aussi tout le volet professionnel, c'est-à-dire les conditions de travail, l'organisation et le management, c'est-à-dire le fait de travailler dans un environnement, j'ai envie de dire, capacitant ou au contraire, délétère. Et puis, on a évoqué aussi le fait qu'il y avait des signaux qui pouvaient nous alerter sur peut-être un futur absentéisme. Et ça, on a parlé des différentes formes de présentéisme possibles, du renoncement à l'arrêt, etc., ce genre de dispositif. Voilà, donc ça, c'était un peu pour reposer un peu le cadre de cette première semaine. Si on passe à la suite, Hélène, on vous a partagé, donc là, je vais vous revenir sur un peu les grandes tendances, et notamment pour ceux qui sont ici avec nous ce soir et qui n'ont pas forcément assisté au MOOC. Donc, on partageait ici donc les principales données d'absentéisme issues du baromètre absentéisme de Malakoff Humanis. Donc, c'est le baromètre 2024, mais qui interroge en fait sur toute la période de 2023. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Eh bien, on a carrément 42% des salariés qui se sont vus prescrire au moins un arrêt de travail. Alors, c'est
moins 8 points par rapport à l'an passé, donc par rapport à 2022. Je suis désolée, vous voyez qu'en fait l'échelle est un peu décalée parce que le baromètre, c'est bien le baromètre 2024, mais en fait, il parle bien des données 2023. Et ce que l'on voit dans ce baromètre, c'est qu'on a des populations qui sont toujours un petit peu plus au-dessus, en fait, de la donnée moyenne qui concerne tout le monde. Ce sont les jeunes. Donc les jeunes ont un absentéisme un peu plus important que la moyenne des salariés. C'est le cas aussi des managers. Les managers, depuis un certain nombre d'années, nous montrent que ce ne sont plus des super-héros et que eux aussi ont le droit d'être malades. Donc les managers ont eu beaucoup de pression depuis la période Covid et on a vu un espèce de décroché où eh bien leurs courbes suivent en étant un tout petit peu au-dessus en fait celles des salariés. Et puis les femmes qui sont aussi toujours un petit peu au-dessus où depuis ces dernières années, on observe un écart de 10 points en matière d'absentéisme entre les hommes et les femmes. Et là encore, je pense que je vais demander de temps en temps comme ça à Lise-Hélène d'intervenir parce que sur les femmes, elle a peut-être quelques idées à découdre, qui sont peut-être des idées toutes faites qu'on a sur l'absentéisme des femmes, et ce serait intéressant que tu puisses découdre ça, si tu le veux bien, Lise-Hélène. Et très volontiers, en fait, on a tendance, quand on parle de l'absentéisme des femmes, à parler des raisons de santé qui dépassent le travail. Donc les histoires de problématiques de maternité, de difficultés de santé spécifiques comme l'endométriose ou des difficultés liées à l'organisation familiale, des dents, etc. Puisqu'on sait que c'est quand même beaucoup les femmes qui portent les charges de famille et donc qui ont une fatigue et une disponibilité accrue aussi sur les temps qui sont censés être des temps de repos. Mais souvent, enfin, on a quelques études qui nous prouvent aussi qu'il y a un autre effet qui contribue à cet absentéisme plus important des femmes, qui tient au fait qu'on ne prend pas forcément en considération, de la même façon que pour les métiers dits masculins ou pour les hommes, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels. En effet, les métiers qui sont considérés comme pénibles sont vus comme des métiers plutôt masculins. On a eu tendance à se dire que les métiers féminins étaient moins pénibles et ce n'est pas toujours le cas. Voilà, donc on a moins de prévention des risques dans les métiers dits féminins et on a même des équipements de protection individuelle, hein, les fameux EPI, qui parfois ne sont pas du tout adaptés à la morphologie féminine. Donc on voit qu'il y a du fait de ces charges de famille et de ce rôle sociétal dévolu en général aux femmes, on ne prend pas en considération de façon aussi sérieuse que pour les hommes les problématiques de risque professionnel. Donc ça c'est vraiment un chantier important à avoir en tête dans les entreprises. Pour les jeunes, enfin, si vous me permettez, je voudrais poser aussi quelques autres vision des choses que celles qu'on a habituellement. En effet, on se dit les jeunes sont moins assidus au travail, ils ont moins envie d'être au travail, etc. Il y a aussi des études qui prouvent que, la santé mentale des jeunes est plutôt plus dégradée. En ce moment, hein, je ne dis pas pour tout depuis 50 ans, mais ces derniers temps, la santé mentale des jeunes a été à rude épreuve. Deuxièmement, il y a une précarité importante qui est là en début des parcours professionnels et qui génère une fatigabilité et même des risques professionnels dont on voit une usure plus tôt du fait de ces parcours très précaires. Et puis, par contre, ça, c'était une tendance de façon générale, hein, puisqu'on en parlait déjà il y a 10 ans. De fait, les jeunes ont plus d'absences, mais des absences plus courtes, là où les vieux ont moins d'absences, mais des absences plus longues. Donc, il y a une tendance générale qui permet de savoir faire avec les petits bobos de santé qui s'acquièrent avec l'âge. Voilà, donc 3 choses. Cette tendance-là d'acquérir de la capacité à faire les bobos avec les bobos de santé plus importante avec le temps.
puis qui après finit avec l'usure professionnelle sur des absences plus longues, mais aussi des histoires de précarité et d'ambiance de vie qui fait que c'est quand même anxiogène pour la jeune génération. Merci. Merci Lise. On peut passer à la suite, Hélène, si tu veux. Alors, du coup, on va peut-être être un tout petit peu pas redondant, mais on va expliquer. En fait, là, on va encore retrouver les jeunes, même s'ils sont pas cités. Mais là, voilà, on voulait vous partager aussi cette donnée qui est très importante, qui montre en fait la fréquence des arrêts, où on voit que, alors, je vous ai partagé tout à l'heure, 42% des salariés se sont arrêtés au moins une fois, et dans ces 42%, on a encore 42% qui ont eu au moins 2 arrêts, donc sur la période des 12 derniers mois. Donc, et cette donnée, eh ben, curieusement, elle est assez similaire encore cette année. Donc là, on vient de toucher le nouveau baromètre. Donc là, c'est vraiment stabilisé. Donc dans les salariés absents, en fait, il y en a qui ont plusieurs absences chaque année. Et quand on voit le petit graphique qui est sur la droite, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on a 8% des salariés absents qui ont eu au moins 3 arrêts, et 8% aussi qui ont eu plus de 3 arrêts. Ce qui veut dire qu'on a quand même des gens qui, plusieurs fois dans l'année, sont obligés de prendre des petits arrêts de travail. Et vous voyez qu'en fait, les populations qui sont le plus touchées, là encore, c'est dans le secteur de la santé, qui est un secteur sous tension, hein, faut être clair. C'est encore plus vrai chez les jeunes, vous voyez, les 18-34 ans, qui eux sont 51% à avoir des arrêts multiples. C'est exactement ce que disait Lise Hélène. Et ça concerne aussi les aidants qui ont besoin de s'absenter plusieurs fois dans l'année pour se rendre au chevet d'un parent malade ou en fin de vie. Et donc, eh bien, cette donnée, elle est très très importante. On le verra un petit peu par la suite, mais on sait qu'en fait, les arrêts multiples et répétés sont des signes avant-coureurs d'un arrêt qui peut se prolonger, qui peut être beaucoup plus grave pour la personne. Et en même temps, pour certaines populations, comme les aidants par exemple, c'est des petits arrêts pour eux qui peuvent leur permettre de se ressourcer et d'éviter un arrêt long. Donc, on est beaucoup à regarder en fait ces petits arrêts courts et répétés, parce que en fonction de la population concernée, eh bien, ils vont pas avoir la même finalité entre guillemets. Pour certains, ça va être une occasion de se ressourcer, et pour d'autres, ça peut être un signe de désengagement, un signe qui montre que la personne s'arrête peu, mais en réalité, son arrêt risque vraiment de devenir un arrêt long. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais intervenir sur ces arrêts courts, Lise-Hélène. Juste un petit chiffre pour vous donner un autre éclairage, parce que quand on regarde l'absentéisme, le seul chiffre de l'absentéisme ne permet pas de comprendre toute la réalité de ce que vit une population. Et donc, je voulais dire que, par exemple, les infirmiers et infirmières ont une carrière moyenne à l'hôpital de 7 ans seulement, qui est très peu pour un niveau d'études qui demande enfin, autant de niveaux d'études avant, et qui est un signal que les conditions de travail ne sont pas forcément gérables au long terme, quoi. Donc, c'est pour vous dire que quand on est RH et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans une population, il faut regarder aussi tous les autres phénomènes sur lesquels on peut avoir des signaux, parce que ça permet de comprendre où sont les causes et du coup sur quel endroit agir pour de vrai. Et voilà. Alors, Il y on a a une une question. question justement, Ouais. j'allais vous dire si vous voulez y répondre maintenant ou un peu plus Ouais. tard. mais je pense Non, que non, c'est je pense que important. Oui, on on va peut le le faire faire tout de maintenant. suite, hein. Ouais, ouais, on va le faire maintenant parce que en effet, c'est la question des aidants. Alors, écoute, moi, je vais te livrer mes éléments de réponse, Sylvie, et peut-être que Lise-Hélène aura envie de les compléter. Alors, tu poses la question comment intégrer les aidants. Déjà, je vais juste préciser quelque chose. Là, on a réussi en fait à avoir la notion d'aidant. C'est pas que les aidants en tant que tels prennent des arrêts de travail. Nous, on a réussi à croiser les données qui nous permettent de dire que les aidants sont par nature plus absents que les autres.
Il y a un phénomène très important autour des aidants, c'est que c'est comme au niveau du handicap, beaucoup d'aidants, en fait, sont dans le déni. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience d'être aidants, ils ne sont pas forcément déclarés auprès de leur employeur pour pouvoir bénéficier de congés aidants qui sont réglementaires. Et puis quand on veut intégrer les aidants, en fait, toi, Sylvie, tu es, oui, consultante RPS et QVCT. En fait, quand on veut intégrer les aidants, une bonne façon de le faire aussi, c'est, de négocier avec les partenaires sociaux quand on est une grande entreprise ou en CSE, pour essayer d'avoir dans un accord QVCT, quelque chose qui encadre en fait, les aidants par des congés, par, de la souplesse, d'horaire, par, voilà, la possibilité d'adapter, à la fois, ses horaires ou ses semaines de travail en faisant une semaine à 4 jours, une semaine à 5, enfin et cetera. Donc voilà, il y a des possibilités pour accompagner les aidants. Heu, il y a plein d'accords, QVCT qui intègrent, ces notions-là, au même titre que le handicap, au même titre que d'autres fragilités. Donc il y a une grande conscience qui est faite aujourd'hui, hein, dans les entreprises. Le phénomène des aidants, en fait, est, malheureusement, hein, comme la population, vieillit, eh bien oui, il y a de plus en plus de salariés, dans l'entreprise, qui accompagnent leurs aînés et aussi leurs enfants, puisqu'il y a aussi, des aidants. On peut être aidant, d'un enfant, en situation de difficulté ou de handicap, et on peut aussi être aidant, d'un voisin, qui a, des difficultés, voilà. Le tout, c'est de se déclarer aidant, et les salariés souvent, soit sont dans le déni, soit ignorent qu'ils peuvent faire cette démarche auprès de leur employeur. J'espère avoir répondu Bon, à ta question, mais Elise, tu peux compléter si tu veux. je voudrais dire qu'il y a à la fois besoin de dispositifs, comme tu l'as très bien dit, qui permettent d'avoir du temps pour ne pas être sans arrêt en culpabilité, en fait, parce que l'aidant, il a toujours tort. Il a tort parce qu'il ne peut pas être aussi disponible qu'un salarié ordinaire, et il a tort parce qu'il n'aura jamais assez de temps pour être à la hauteur de ce que vivent ses proches. Donc c'est une culpabilité terrible. Donc le fait d'avoir un petit peu de temps euh, officiel pour pouvoir faire ce qu'il porte par ailleurs, c'est énorme parce que c'est aussi une reconnaissance de cette difficulté et de son rôle sociétal. Et il y a aussi un aspect culturel, c'est-à-dire que en fonction de ce qui se passe dans l'équipe de travail ou avec son manager, ben on va plus ou moins en parler parce qu'on n'a pas envie d'être stigmatisé comme celui Mmh. ou celle qui n'est jamais disponible. On n'a pas envie d'être le rabat-joie. On a parfois envie d'avoir sa bulle au travail où ces problèmes-là n'existent pas. Donc il y a quand même il y a beaucoup de délicatesse Mmh. sur ces sujets à trouver dans le rapport humain dans l'entreprise pour que ce soit possible de dire qu'on vit des difficultés en sachant qu'on n'aura pas une grande pancarte qui ne permettra plus d'avoir des jobs intéressants, par exemple, ou même la prime de fin d'année, quoi. Parce qu'on a vu des comportements comme ça de managers qui, du coup, vous mettent dans une case où vous n'êtes plus le salarié dont on rêve. On de rien, Sylvie. On peut poursuivre si tu veux, Hélène. Alors, on a partagé aussi cette donnée qui est intéressante. En fait, vous voyez que, heu, on a, une dispersion en fait des arrêts de travail, par durée d'arrêt, et donc on voit, bah, que la majorité en fait des arrêts, donc vous avez 63, sont des arrêts qui ont une durée entre 4 et 30 jours, donc c'est pas rien, hein. Quand on parlait tout à l'heure des arrêts courts et perlés, donc qui ont une durée de 1 à 3 jours, vous voyez que c'est quasiment 30, donc 28 des arrêts qui sont des arrêts courts. Là où on a le moins d'arrêts, ce sont les arrêts longs de plus de 30 jours, mais c'est aussi là qu'on a les durées qui s'allongent et qui en fait présentent un risque de désinsertion professionnelle pour les salariés. Vous voyez qu'en fait 10% des arrêts sont des arrêts longs, mais que leur durée moyenne, elle est de 90 jours.
Voilà. Donc 90 jours, quand on est absent de son travail pendant 3 mois, c'est plus long qu'un congé maternité. C'est très compliqué de revenir quand on s'est éloigné aussi longtemps de son travail, d'autant que bien souvent, en fait, les entreprises, les directions des ressources humaines ont beaucoup de mal à garder le lien avec le salarié absent. On ne sait pas pourquoi il s'est absenté, on ne sait pas et on ne peut pas savoir quelle est la cause de son arrêt de travail, quelle est la cause, sa pathologie. Et pour autant, il y a des choses à dépasser comme ça pour garder le lien avec le salarié et lui laisser la porte ouverte pour qu'il sache qu'on pense à lui et que à un moment il va revenir et qu'il sera bien accueilli. Donc voilà, la vraie le vrai nerf de la guerre, il est à la fois sur les arrêts courts, on en a parlé, tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de fragilité autour de ça et c'est pas juste du désengagement, mais il y a aussi beaucoup à faire sur les arrêts longs, en essayant de trouver des moyens, de ne pas laisser, les salariés, entrer en déshérence professionnelle et puis surtout entrer dans un cycle où ils ne veulent plus revenir, ils ont peur de revenir et plus ils sont éloignés de l'emploi, plus la marche est haute pour faire l'effort de revenir. Tout ça parce que le regard des autres, parce que on a peur d'être complètement dépassé, parce que l'entreprise continue à avancer sans vous et que voilà. Donc voilà, donc ces arrêts longs qui restent stables et qui restent malgré tout inquiétants parce que, leur durée moyenne, est assez phénoménale, même si elle se stabilise un peu. On a vu des années où elle passait en moyenne les 110 jours. Donc là, on est stabilisé autour de 90 jours en moyenne, mais c'est beaucoup 3 mois. Alors on dit pas qu'il y a des arrêts, qui ne méritent pas 3 mois, hein, entendons-nous bien. Dans ces arrêts longs, on a bien entendu, des maladies graves, des interventions lourdes, évidemment, hein, c'est pas ça qui est en cause. On a aussi beaucoup dans les arrêts longs, c'était noté dans une planche tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a beaucoup de maladies, psychiques qui se transforment en arrêts longs et donc là encore, il faut essayer en fait de faire en sorte que ces gens-là ne s'installent pas dans un arrêt qui pourrait, être catastrophique parce que on le sait et Lise Hélène vous le dira aussi, on sait aussi que le travail, fait de la santé. C'est un phénomène protecteur. Quand vous êtes, si vous regardez les salariés, en emploi et les salariés, au chômage, il est clair qu'il y a plus de personnes en mauvaise santé au chômage que de personnes dans l'emploi, en mauvaise santé. Donc le travail est protecteur, donc c'est très important en fait d'éviter que des salariés sortent de l'emploi. Et ce qui est Lise, tu voulais intéressant réagir? quand on travaille sur l'absentéisme dans une structure, c'est de regarder un petit peu tous ces types d'arrêts. Parce que si on arrive à faire revenir correctement des salariés qui sont en arrêt long, dès qu'ils sont en capacité physique et mentale de pouvoir revenir, voilà. Et si on travaille correctement à leur réinsertion, je dirais, dans l'emploi, à leur réaccueil dans l'emploi, dans l'équipe, à une dose progressive pour pouvoir reprendre pied et reprendre sa place dans l'entreprise, on va d'une part avoir un effet sur le nombre de jours d'arrêt assez massif parce que c'est là où on a les grosses poches de jours d'arrêt avec très peu de personnes. Donc, c'est rentable, si on ne voit que la rentabilité financière, de s'occuper bien, de bien réaccueillir les salariés qui ont un arrêt long. Donc ça, c'est une première chose. Mais à l'autre bout, le fait de comprendre les natures d'arrêts courts, de regarder précisément les arrêts qui deviennent soit plus nombreux, soit plus nombreux dans une équipe, soit plus nombreux pour une personne, le fait de s'occuper de ces arrêts-là évite de passer à des arrêts moyens, à une partie des arrêts moyens, et notamment sur les risques psychosociaux, puisque l'une d'entre vous est sur ce sujet, et d'éviter de passer en arrêt long derrière. Donc,
ce qui est intéressant à l'échelle d'une structure, c'est bien la dynamique qu'il y a et les types d'actions qu'on peut avoir sur tous ces types d'arrêts pour faire changer le film, en fait, de ce que vivent les gens, que ce soit dans leurs problèmes de santé liés à des arrêts de courte durée, de moyenne durée ou de longue durée. Et ça change notablement aussi ce que vivent les équipes de travail autour des gens qui sont en arrêt. Parce que en s'occupant des gens qui ont des arrêts longs, on se dit on montre qu'ils valent la peine. Et donc, c'est un signal très fort en termes de reconnaissance et d'accueil des salariés dans les équipes de travail. Ça fait partie des actions très propices quand on veut un management qui favorise l'engagement. On va accélérer un petit peu, Hélène, si Oui. tu veux bien. Voilà, oui, oui. Je voulais revenir aussi sur un phénomène qui est très important, qui est le renoncement à l'arrêt de travail. Nous, vous voyez, depuis 2016, hein, on s'intéresse à ce phénomène. Et en fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que on a, et ça, je pense que c'est pas du tout intuitif, on a un arrêt de travail sur 5 qui a été donné par un médecin, qui n'est pas pris du tout par le salarié, ou alors qui est pris partiellement, c'est-à-dire que la personne ne va pas aller au bout de son arrêt, elle va reprendre le travail par anticipation. Et ça, c'est un phénomène qui est assez important à comprendre parce que on a tendance, en tout cas les entreprises ont tendance à penser que les salariés, ils n'arrêtent pas de s'arrêter, ils vont chez le médecin pour un petit bobo, ils se font arrêter pour un oui, pour un non. Donc il y a une espèce de voilà, des idées fausses comme ça qui tournent autour de l'arrêt de travail. Mais dans la réalité, en fait, on observe des choses qui sont tout autres. Et je vais vous laisser Lise-Hélène en parler parce que, en effet, derrière ces personnes qui renoncent à leur arrêt de travail, on a certes des gens engagés, mais on a aussi des gens qui sont dans des situations financières très compliqués et qui ne peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce que les 3 jours de carence. Alors dans le dans le secteur, public, c'est 1 journée de carence, mais pour certains, même perdre 1 journée de carence, et ben, c'est des difficultés pour payer son loyer, pour, payer la cantine des enfants, pour et cetera et cetera. Donc il y a un renoncement à l'arrêt qui peut s'expliquer par différentes choses et je voudrais que tu nous dises, toi, Lise-Hélène, ce que tu as observé autour de ce phénomène. Oui, et dans les dirigeants que j'accompagne, évidemment, souvent ils ils ne perçoivent pas les arrêts qui ne sont pas pris, alors que même en général ne les prennent pas quand ils seraient arrêtés par leur médecin. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir un médecin parce qu'ils n'ont pas envie d'être arrêtés pour ces raisons que tu cites, Marianne, hein, que ce soit des raisons financières ou des raisons parfois de déserts médicaux, hein, bêtement. On Ouais. sait qu'on ne va pas avoir de possibilité de voir un médecin avant longtemps et donc on n'y va pas, on dit bah, on fera sans, etc. Et en fait, en ne s'occupant pas des bobos de santé quand ils démarrent, on a plus de chances de ne pas récupérer de ces petits bobos et d'arriver dans des zones où c'est plus difficile de les soigner. Voilà, donc c'est antinaturel, mais pour soigner l'absentéisme, il faut normaliser les petits arrêts de santé de manière à ce qu'ils ne deviennent pas gros. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On peut poursuivre si tu veux, Hélène. Alors j'ai repris cette planche parce que, pour la première fois en fait, en 2023, enfin, donc c'est l'observatoire 2024, je vais rester 2024 parce que je vais vous perdre sinon. Pour la première fois en fait, on a observé, l'an passé que, dans les petites entreprises, l'absentéisme continue à croître alors que, il régressait enfin dans les grandes. Là encore, on avait, l'intuition de se dire que dans les grandes entreprises, finalement, ça se voit moins quand on est absent et puis, en général, les grandes entreprises, elles sont plus généreuses, il y a un contrat social qui couvre mieux, donc on a plus tendance à s'arrêter parce que de toute façon, on est payé et cetera et cetera.
Eh bien, l'année dernière, donc en effet, on s'est rendu compte que dans les petites entreprises, alors que ça se voit quand on est en arrêt de travail parce qu'on n'est pas nombreux, que le patron est assez proche, donc il pourrait, être plus, alerte sur les signaux, avant-coureurs. Eh bien, dans les petites entreprises, l'absentéisme a continué à grimper. À l'inverse, il a diminué dans les grandes entreprises pour différentes raisons. D'une part, parce que les entreprises ont fait des efforts en matière de prévention et donc là encore, elles ont investi en matière de prévention. Donc c'est vrai que dans les grandes entreprises, on a plus de moyens. On a des gens dédiés à la prévention. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans la filière, QHSE, donc dans l'industrie, bien entendu, on a des équipes dédiées à la santé, à la sécurité. C'est pas toujours le cas dans les petites entreprises. Dans les grandes entreprises, on fait du contrôle des arrêts de travail, ce qui n'est absolument pas le cas dans les petites. Alors je ne fais pas, une ovation aux gens qui font du contrôle, hein. C'est encore une fois, c'est un dispositif parmi tant d'autres. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne surtout sur la grogne sociale. En tout cas, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour lutter contre l'absentéisme. Les indicateurs sont bien mieux suivis évidemment qu'ailleurs, et cetera. Voilà, donc on s'est rendu compte en effet, et c'était la première fois, que l'absentéisme diminuait drastiquement dans les grandes alors qu'il continuait encore à grimper dans les petites. Alors, je ne vous dévoile pas les résultats de cette année, mais c'est on n'est pas tout à fait dans la même posture. On verra que, sur l'observatoire 2025, on va avoir quelques variantes. Pour l'instant, je peux pas vous les révéler parce qu'on est encore sous embargo. On va commencer à communiquer, tout début mai. Donc dans un petit mois, vous pourrez, pister dans la presse, les articles concernant le baromètre santé, absentéisme de Malakoff Humanis. En tout cas, pour Est-ce les que tu voulais petites entreprises, intervenir? Ouais. oui, pour les petites, il me semble qu'il y avait un effet protecteur du collectif en Ouais, termes d'ambiance de travail, etc. Et que cet effet protecteur, il a été beaucoup chahuté par le Covid. c'est vrai. Parce que les collectifs se sont quand même beaucoup séparés pendant le Covid et qu'à la sortie, ça a été plus compliqué, avec ou sans télétravail d'ailleurs, de retrouver cette cohésion qui est un vrai support pour la santé des gens. C'est pas que Mmh. parce qu'il y a un contrôle social aussi, mais il y a un vrai support. Et d'ailleurs, on le voit dans les études qu'ont pu faire la DARES sur les risques psychosociaux. Hein. On retrouve des études qui montrent qu'un collectif qui vit, qui fait face à des situations complexes, mettons des situations de travail avec des publics démunis, n'a pas du tout d'atteinte à la santé mentale spécifique quand le collectif est uni par rapport à l'atteinte qu'il y a quand le collectif est désuni. Et donc, je pense que sur ces affaires de collectifs de moins de 10 salariés, on a eu un décroché Covid. Moi, je l'ai constaté dans des équipes un peu plus grosses euh, qui ont vu les petits agacements du quotidien se transformer en crise parce que quand on ne se voit plus, on ne se supporte plus, même pour des petites choses. C'est vrai ce que tu dis et puis, il y a aussi, des secteurs entiers qui ont explosé. Je pense notamment aux cafés, hôtels, restaurants qui, n'ont pas survécu au Covid et qui, en post-Covid, ont rencontré d'énormes difficultés de recrutement avec des turnovers, monstrueux. Donc, je pense que ça a pas aidé. C'est quand même des établissements, les petits cafés, hôtels, les petits cafés, restaurants où on a souvent, autour de 10 voire un peu moins de salariés et c'est un secteur qui a énormément souffert, ouais, y compris en matière d'absentéisme, par exemple. Il nous reste 3 petites slides, je pense, hem,
Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Vous voyez, je vous avais dit qu'on était très bavard et qu'on pouvait facilement déborder. Là, je vais vous parler du coup des motifs, des principaux motifs d'arrêt de travail. Donc on voit que en post Covid, là, on a arrêté depuis 2023 les gestes barrières et donc qu'est-ce qui se passe naturellement? Les maladies ordinaires reprennent du dessus, voire une explosion puisqu'on a complètement oublié de mettre des masques. Regardez, je ne sais pas si vous avez regardé cet hiver combien de personnes dans les transports en commun, si vous les prenez, avaient le masque. C'était quand même très 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 peu. Il y a fort à parier d'ailleurs que, vous voyez, les arrêts liés au Covid ne soient plus du tout isolés demain dans les études et rejoignent les maladies ordinaires, donc ce qui ferait quand même un gros paquet de maladies ordinaires si on ajoute le Covid. Depuis plusieurs années, ce qu'on voit de très constant, c'est que la deuxième cause d'arrêt, eh bien, ce sont les troubles psychologiques. Et donc ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant parce que depuis 2 ans, ils sont passés devant les troubles musculo-squelettiques. Alors, on a l'habitude, dans le travail, d'observer en fait, ces troubles musculo-squelettiques. C'est, presque la première cause, d'arrêt, c'était presque la première cause d'arrêt maladie. Aujourd'hui, voyez, les troubles psychosociaux les ont, largement dépassés et dans tous les secteurs d'activité. Et quand on parle des arrêts longs dont je vous parlais tout à l'heure, on voit que finalement 1/4 des arrêts longs sont liés à des troubles psychologiques. Donc ça, c'est très inquiétant. Voilà. Alors, si j'interromps pas trop, on a une question de Sonia qui parle en termes de Oui. législation, si l'employeur est autorisé à prendre des nouvelles de l'agent en arrêt maladie. Je Alors, vais répondre. ouais, tu peux. Il y a la législation qui fait en sorte que le contrat de travail est suspendu pendant l'arrêt. Donc, l'employeur n'a plus de capacité à contacter le salarié pour lui demander des choses en lien avec le travail. Ça doit être très clair et certains employeurs continuent à demander des choses tous les jours, etc. Ça, c'est illégal, ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que l'employeur, on lui demande de lâcher les salariés pendant leur arrêt de travail pour éviter de mettre une pression et d'empêcher le travail de santé qui se fait pendant l'arrêt. Ce dont on a parlé, nous, c'est de s'intéresser aux salariés pendant l'arrêt et de ne pas le laisser de côté. C'est une autre chose. Ça peut être l'employeur qui dit j'espère que tu vas te sentir mieux, que tu vas vite récupérer. Voilà. Ça peut être un collègue qui est proche du salarié, qui se permet de prendre des questions et d'en donner à l'employeur. L'idée, c'est de soigner la manière dont on le fait pour que ce soit jamais vu comme une obligation pour le salarié de répondre. Donc, il faut éviter d'appeler, par exemple. Il faut éviter que la personne se sente obligée de répondre. Mais le fait de dire on pense à toi, c'est un moyen de se dire qu'on est important pour l'employeur, indépendamment du travail qu'on a. Et ça change vraiment la vie. Donc, vous voyez, moi, indépendamment de ce qui est légal, il y a ce qui est humain et qui aide beaucoup après dans la relation de travail qu'on a, mais dans un groupe humain. Et je vais peut-être, apporter un élément de réponse, alors en revenant un tout petit peu sur le côté, légal, même si évidemment, c'est le bon sens, avant tout, je te rejoins Lise-Hélène. Lors de la refondation, on va dire, des services de santé au travail, il y a eu un article de loi, le 2 août 2021 qui a mis des dispositifs qui permettent de lutter contre la désinsertion professionnelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, plus l'arrêt s'allonge, plus il est difficile de revenir. Et en fait, pour lutter contre ça, dans cette loi du 2 août 2021, on a des dispositifs tels que
finalement l'entreprise soit obligée de revenir vers le salarié dès 30 jours d'arrêt. Et donc ces dispositifs, il y en a 2 notamment. Le premier qui est, une obligation qui est faite à l'employeur de proposer, à son salarié, un entretien dès 30 jours d'arrêt, donc c'est un entretien de liaison, et de lui proposer dans un même temps une visite de pré-reprise, donc dès 30 jours d'arrêt. Avant, c'était des délais beaucoup plus longs. Donc ça a été ramené à 30 jours d'arrêt vraiment pour lutter contre ce risque de désinsertion professionnelle. Donc on voit bien que finalement, l'employeur a des dispositifs à sa main pour pouvoir garder le contact avec le salarié. Voilà. Il doit lui proposer des choses. Le salarié n'est pas obligé d'accepter, mais l'employeur doit lui proposer des choses. Et en effet, cet entretien de liaison, il peut être proposé par courrier. Voilà, l'employeur peut lui écrire en disant, bah voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer soit le médecin du travail, soit votre correspondant RH pour discuter de votre arrêt, de vos difficultés, de votre retour au travail, etc., etc. Voilà. Donc la possibilité est laissée à l'employeur, en effet, de prendre contact avec le salarié, pas pour lui demander un dossier, pas pour lui demander un reporting, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. On a une autre question qui parle alors du panorama des congés. Alors, ça concerne les agents publics. Alors, le panorama des congés accordés aux agents publics qui Ils sont sont légaux. légaux favorisent ou normalisent en quelque sorte l'absentéisme. Alors moi, je Donc voudrais c'est une réagir réflexion. là-dessus. Oui, c'est plus une expression. Tant que entre deux équipes qui font le même métier dans le même environnement, on observe des comportements d'absentéisme différents, c'est qu'on peut améliorer ces comportements d'absentéisme. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux, je dis juste que ce n'est pas parce que les pratiques de prise de congé, d'absence sont différentes dans la fonction publique qu'on ne peut rien y faire. Et la façon d'utiliser ce qu'on a vu, c'est-à-dire à la fois des choses de prévention, des choses de dialogue social, des modalités de réaccueil, permet vraiment de faire des choses très importantes, y compris dans le public, sur l'absentéisme. Et j'en parle avec parce que j'ai travaillé à EDF, hein, où avec des agents sous statut des industries électriques et gazières, statut qui est quand même assez protecteur, hein, dans les plus protecteurs et assez proche des statuts de la fonction publique. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des énormes progrès sur l'absentéisme dans ces environnements-là. On peut poursuivre si tu veux, Hélène. Je voyais la réflexion de Sonia qui dit bah mais il n'y a pas d'entretien obligatoire dans la fonction publique. Je lui dis ben ça viendra peut-être sûrement parce qu'il y a souvent un décalage entre le public et le privé où on voit que bah par exemple le DEERP a été obligatoire dans le privé avant de l'être dans le public. Et c'est la même chose pour le CSE. Donc en fait voilà en général le privé expérimente et ensuite le public applique. Et même sur Donc les risques peut-être que ça viendra. psychosociaux, Ouais, même c'est sur vrai. les risques psychosociaux qui sont un peu à la traîne dans le public, il y a des Ouais. efforts qui sont faits. Ça devient ça rentre dans les priorités des plans santé. On voit qu'il y a des efforts et il y a dans le public ce que j'ai vu parce que j'ai travaillé en lien avec des infirmières en santé au travail qui travaillent pour les collectivités publiques, hein, dans les fameuses plaques là, qui travaillent pour plusieurs collectivités. Et en travaillant sur ce dossier-là, j'ai vu qu'il y avait d'excellents guides qui avaient été faits au niveau national sur ces sujets, qui sont vraiment des guides remarquables que j'ai trouvés sur ces sujets. Et donc, je ne doute pas qu'avec ces appuis-là, la fonction publique puisse aussi faire énormément de progrès sur ces sujets. Alors, pour revenir à nos types d'arrêts,
dans nos signaux, on n'a pas d'arrêt. Alors, des fois, on trouve ça génial de ne pas avoir d'arrêt, mais attention, pas d'arrêt court égale peut-être que c'est génial, mais peut-être aussi qu'on tire un peu sur la corde. Et à un moment donné, au bout d'un moment, si on n'arrive pas à récupérer, quand on a des petits problèmes de santé, on va tomber plus longtemps. Donc, ça risque de faire des arrêts moyen terme ou long terme après, quoi. Donc, attention, il faut vérifier ce qui se passe dans l'équipe. Quand vous voyez qu'il n'y a pas d'arrêt dans une équipe, il faut regarder, il faut entendre, voir si ça grince, parce que si ça grince, c'est que la machine peut être en panne après. Sur les arrêts courts, donc la question, c'est vraiment de regarder si certaines équipes ont plus d'arrêts courts qui, à un moment donné, donc par exemple, si vous avez un changement, une transformation du travail et que vous commencez à avoir des arrêts courts, il faut se poser la question de la manière dont la transformation a été accompagnée pour aider les gens à se sentir à nouveau à l'aise dans leur travail, parce que ça génère d'abord des arrêts courts qui peuvent se transformer en arrêts plus longs, ou ces arrêts perlés comme on voit juste après, dont a parlé Marie-Anne, parce que quand on a trois arrêts, on a 5 fois plus de risques d'avoir derrière un arrêt moyen ou long, enfin long, dans l'année qui suit. Donc on voit qu'on a des signaux de fragilité qui nous permettent de avoir plus de soins peut-être pour les personnes, regarder la manière d'adapter peut-être le travail ou d'accompagner la personne avec des dispositifs qui peuvent être internes à l'entreprise ou externes, de manière à ce que tout ça ne se transforme pas après en arrêt moyen ou long. Voilà, arrêt moyen, on a vu sur la maternité pathologique, évidemment, on ne peut rien faire sauf à adapter les modalités de travail. Par exemple, éviter les transports quand on a des personnes qui sont enceintes et qui donc ont à faire de longs transports. Le fait de rajouter du télétravail pour éviter de la fatigue va permettre d'éviter parfois un congé maternité pathologique. Voilà. La traumatologie, on ne va pas empêcher les gens de faire du ski, ça c'est sûr. Mais sur les risques psychosociaux, là encore, on a pas mal d'optiques parce que si on commence à détecter qu'il y a des problèmes dans une équipe, à partir du moment où on a des arrêts courts ou d'autres signaux faibles, à ce moment-là, on va pouvoir agir avant que ça se transforme en arrêt moyen ou long. Voilà. Et sur les arrêts longs, il y a tout ce qui est lié à l'usure au travail, qui va être plus ou moins tôt dans la vie professionnelle, fonction de ce qu'on met en place en termes de travail sur les conditions de travail, la prévention de l'usure. Il y a hélas des maladies graves ou chroniques qui viennent avec l'âge. Et puis tout ce qui est, on a vu, pathologie RPS, TMS, ça c'est de l'usure, donc voilà. Donc là encore, c'est l'accompagnement du retour au travail qui va être déterminant. Sur ces arrêts longs, sur la prévention de l'usure, on a aussi d'autres modalités de travail qui sont peut-être plus structurantes, qui visent à regarder quand on a des métiers dits pénibles, combien de temps en général on arrive à les exercer sans atteinte à la santé et essayer de travailler sur des parcours professionnels en amont pour aider les gens à aller vers un autre métier avant que leur santé ne soit trop atteinte. Voilà, donc il y a toujours des choses à faire. C'est l'avantage de ce beau chantier de l'absentéisme, qui est que on a vraiment beaucoup de choses à faire intelligentes et pas forcément très coûteuses si on les fait de la bonne manière, au bon endroit et avec la bonne temporalité. Donc ça demande d'avoir une attention à ces sujets de la même façon qu'on l'a sur d'autres plans, par exemple les tensions, le dialogue social, les gens qui s'en vont, le turnover, etc., et qui permettent de se dire, tiens, où sont mes zones à risque dans ma structure et comment je vais déployer après des moyens dans ces zones à risque. Mais ça, vous aurez ça dans les prochains épisodes, les prochaines semaines. Tout à fait, tout à fait.
Hop, Écoute, et non, je crois, ouais, parfait. super. Je ne sais pas si dans notre public, vous avez des petites questions. Ah, mais si, on en a. On a Sonia qui nous précise qu'elle propose des rendez-vous aux agents Aux agents en en arrêt arrêt. depuis 3 mois. Et on a un autre témoignage. Notre équipe a été confrontée à une personne qui se mettait très souvent en arrêt dû à un désengagement et non géré par les RH. C'est très épuisant pour les collègues qui gèrent l'absentéisme. Est-ce que vous avez Alors, de moi, je votre voulais côté, juste dire que des partages d'expérience c'est un médecin qui donne un arrêt de travail et que c'est très difficile d'interpréter ces arrêts en étant dans l'entreprise parce qu'il y a le secret médical et que cette personne est peut-être atteinte d'une maladie chronique dont elle n'a pas envie de parler et que après, s'il y a du désengagement, il faut travailler sur le réengagement. Donc, qu'est-ce qui intéresse la personne? Quelles sont ses compétences? Quelles sont ses capacités? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à elle dans l'entreprise ou ailleurs? Comment lui redonner envie, lui redonner une place dans l'équipe? Voilà. Alors parfois c'est fichu, mais parfois c'est pas fichu. Moi j'ai des exemples à la fois dans mon vieux passé de manager. J'ai eu plein d'équipes avant d'être sur ces sujets-là, comme dans mon expérience d'accompagnante, de dirigeante de structure, où on peut avoir des bonnes surprises avec des personnes qu'on pensait totalement désengagées et qui retrouvent un intérêt parce qu'elles sont peut-être regardées autrement dans une équipe différente avec une activité différente. Donc voilà, je comprends que les équipes soient parfois totalement perplexes et perdues et très atteintes parce que quelqu'un qui n'est pas là, c'est du travail qui pèse sur les autres. Mais selon la manière dont on va aussi gérer la personne, on peut parfois avoir des bonnes surprises. Et Merci. sinon, en tout cas dans le privé, si ma mémoire est bonne, il me semble que quand on a une vraie désorganisation de l'activité dans une petite structure, ça peut être un motif de licenciement. Ben oui. C'est un des rares cas d'ailleurs où on peut licencier quelqu'un qui est en arrêt de travail. C'est quand ça désorganise vraiment, ouais, vraiment une équipe. Après, quand c'est lié à une usure professionnelle, si la maladie en question, parce que aucun médecin ne donne des arrêts par hasard. Enfin, ou alors, c'est une frange très petite de médecins qui se laisseraient faire. Mais voilà, on Ou alors a c'est de la fraude. ou c'est de la fraude. Voilà. Mais le contrôle des arrêts permet de gérer ces cas qui sont quand même très faibles en pourcentage. Marianne, tu as des chiffres sur la fraude? Mais je crois que c'est très très faible quand même. Ouais, c'est quelques pourcents à peine, hein. C'est 1%, Quelques % à peine. entre 1 et 3%, ça dépend des années. C'est très peu. Voilà. Donc, s'il y a une maladie, qu'elle soit physique ou psychique, qui vient d'une usure au travail, c'est très compliqué de se dire qu'on va virer la personne parce qu'elle désorganise le travail. En tout cas, moi, ça me pose des problèmes de conscience. C'est clair. Alors, voilà. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ce qui me semble utile, c'est de comprendre vraiment comment on peut aider la personne à se poser la question de ce qui peut l'intéresser, de ce qui peut être gérable, de manière à l'aider à trouver un job qui lui aille, qui soit gérable pour son niveau de santé dans l'entreprise ou ailleurs. Mais en tout cas, ne pas la laisser sur le bord de la route seulement. Voilà. Après, enfin, je pense qu'il y a plein de cas de figure, mais on l'a évoqué à peine du bout de la langue, mais il y a beaucoup de fragilités qu'on ignore. Si vous voyez, en fait, 80% des handicaps, sont des handicaps invisibles. Donc vous pouvez avoir dans vos équipes des salariés qui sont en situation de handicap et qui, essayent de cacher le handicap parce qu'ils ne supporteraient pas, en fait, d'être discriminés, sur ce fait. Ça reste encore le premier cas de discrimination en entreprise, il faut le dire, hein. Voilà, donc
En effet, je pense que c'est très compliqué, d'analyser une situation quand on est, dans une équipe et de se dire que c'est du désengagement. Ça peut en être, mais c'est très compliqué, en fait, quand on a un collègue de pouvoir, juger. Vous pouvez au contraire avoir affaire à quelqu'un qui est très engagé, qui souffre d'une maladie chronique qui est épuisante pour lui, qui va venir et quand elle va être là, la personne va vraiment être là, mais qui va avoir plusieurs épisodes d'absence. Hem Et en effet, ça pèse sur les équipes aussi, hein. C'est très fatigant pour les autres parce qu'on ne peut pas anticiper malheureusement, ses absences et que du coup, on va pas le remplacer. Mais malheureusement, heu, ces personnes-là, elles souffrent aussi finalement d'être regardées de travers par leurs collègues. Donc, voilà, c'est c'est compliqué de porter un jugement. On a tendance, c'est naturel, hein, on a tendance à critiquer, à se dire: «Oh là là, celui-là est toujours absent, machin nin il y en a marre et nous on est là et c'est nous qui bossons» et cetera. Mais voilà, des fois, ça pourrait même sembler, heu être, franchement du désengagement et ça pourrait ne pas en être du tout, donc c'est compliqué. Et, et c'est tout à fait le cas justement de l'exemple de ce cas, c'est que c'est la difficulté qui posait la difficulté dans notre prise. Donc il y a une proposition de poste, si j'ai bien compris, mais rien qui ne n'intéressait la personne Mmh. dans cette entreprise. Oui, 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 c'est Alors, compliqué quand on perd le sens et que évidemment, malheureusement on peut rien faire d'autre. Ah, souvent il faut avoir le courage de s'en aller, mais c'est pas si simple. non. C'est pas Alors, toujours j'allais dire, on simple. arrive à la fin, malheureusement, de ce direct qui est déjà passé comme une fusée. Peut-être le temps d'un mot de la fin, Lise-Hélène, Marianne. Bah, écoutez, nous j'espère qu'on n'a pas été, trop bavardes, que vous avez trouvé un certain intérêt en tout cas, à discuter et à échanger avec nous. Merci d'avoir participé, hein, c'est très chouette. C'est toujours agréable en fait, quand on peut, réagir à vos posts. Dommage qu'on ne puisse pas vous entendre, mais je pense que ça nous aurait emmené très, très loin dans le temps. En tout cas, c'était très chouette de passer ce moment avec vous, donc merci de votre présence et j'espère que vous serez, présents et encore plus nombreux sur les prochains lives. Voilà. Voilà, des prochains. Alors, vous retrouverez, pour petite information, on va se retrouver à peu près chaque mois, donc d'ici un mois à peu près pour un deuxième direct. Vous retrouverez l'enregistrement de ce direct dans le MOOC directement. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, on continuera à interagir avec vous dans le forum du MOOC. Voilà, on est là pour vous accompagner sur toute la durée de cette formation et qui se tient jusqu'à septembre. Bah, bonne Voilà, soirée à merci tous et beaucoup à puis, vous. bon MOOC! Voilà, très bon MOOC. À très bientôt, les élèves, les Merci. Marianne. Au revoir. Merci À beaucoup, au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir.